partie de ces matins politiques avec Benoît Bouscarel, notre premier invité. Benoît Apparu, bonjour. Bonjour. Député maire UMP de Châlons-en-Champagne, il faut dire maire neuf de Châlons-en-Champagne depuis justement les dernières élections. Alors, vérité, efficacité, confiance étaient les maîtres mots donc de la déclaration de politique générale du Premier ministre hier devant la représentation nationale. On sait maintenant désormais les principaux points qu'il faut retenir: réforme des collectivités, réduction des dépenses, pacte de responsabilité, pacte de solidarité, fiscalité des entreprises, Euroshare, rythme scolaire, logement, écologie, dialogue social et grandeur de la France. Le Premier ministre tout nouveau est apparu le cœur battant. Pardon, pas mauvais jeu de mots. On l'avait compris. Mais dites-moi, vous faites partie de ces, au fond, députés UMP de droite qui n'étaient pas nécessairement avec Frédéric Lefebvre malveillants ou inquiets à la veille de ce discours. Et après, au fond, que retenez-vous? Est-ce que votre cœur, lui, a battu? On n'a pas de raison d'être malveillant par principe. Arrêtons un peu dans ce schéma politique français d'être manichéen à outrance et de considérer que par principe, parce que c'est un discours de quelqu'un de gauche, il sera mauvais et vice-versa bien évidemment. C'est ce qu'il a dit lui-même hier d'ailleurs, le Premier ministre. Il a de ce point de vue-là 100% raison. Si on veut continuer à déconnecter les Français de la politique, si on veut continuer à apparaître comme des machines qui par principe vont dire blanc ou noir en fonction de l'autre, c'est évidemment des comportements qu'il faut stopper, me semble-t-il, et qui sont ridicules. Mais à cette lumière-là, comment vous jugez les comportements des députés UMP qui ont, dès le début du discours hier, été... Très mal, ça me déçoit profondément, qu'à droite comme à gauche d'ailleurs, là encore, c'est malheureusement pas l'apanage de la droite ou l'apanage de la gauche. Mais effectivement, quand vous avez un Premier ministre qui rentre et que par principe, on siffle avant de l'entendre, je trouve pas ces comportements, entre guillemets, naturels. Attendons ce qu'il a à nous dire et jugeons en fonction de ce qu'il dit et pas de ce qu'il est par principe. Premier élément. Deuxième élément, au-delà de ça, je trouve ce discours faible. Plutôt bon sur la forme, mais la forme, elle sera oubliée dans 48 heures, restera les actes qu'il nous annonce. Et on a deux grandes parties. Une première partie, le pacte de responsabilité, qui est détaillé pour son volet dépenses, mais sur le volet recettes, rien. On sait qu'on doit récupérer 50 milliards, il donne les grandes masses pour 39 milliards, il en manque 11. Et puis sur les grandes masses qu'ils nous donnent, je vais diminuer de 19 milliards les dépenses de l'État. Ok, où? Je vais diminuer de 10 milliards les dépenses de l'assurance maladie. Où? Il dérembourse les médicaments, il part sur le générique, il fait l'effort sur l'hôpital, il fait l'effort sur la médecine libérale, il les fait où ces efforts-là? Donc pour l'instant, le vide sidéral de ce point de vue-là. Ensuite, il nous donne, deuxième grande partie, une réforme institutionnelle. Sur la réforme institutionnelle des collectivités locales, deux remarques me semble-t-il. Première remarque... S'inspirant de Jean-Pierre Raffarin. Pour une partie. Oui, qui ne se reconnaît pas, lui, tout à fait dans les propos, effectivement, du Premier ministre. Voilà. Pourquoi ça me pose une question. La première, c'est la suivante. J'ai pas le sentiment que dimanche dernier et le dimanche d'avant, les Français aient dit au gouvernement, il nous faut une réforme institutionnelle. J'ai plutôt eu le sentiment que le vote était économique et social qu'institutionnel. Premier point. Deuxième point, j'aime beaucoup qu'on nous dise, on va supprimer le département. Enfin, on fera ça en 2021. C'est-à-dire, dans 6 ans, entre-temps, il y aura juste eu une élection présidentielle. Ça me paraît moyennement sérieux. Soit il considère qu'il doit faire cette réforme institutionnelle et supprimer, par exemple, le département, ce qui est mon point de vue. Et à ce moment-là, il nous met au pied du mur, nous, opposition, en nous disant, Monsieur Copé, dans votre projet, vous avez la suppression du département. Chiche, on va au Congrès demain, parce qu'il faut une réforme constitutionnelle, on va au Congrès demain et vous votez avec nous. Là, il nous mettait au pied du mur. Ce qui était à mon avis plus malin de sa part. Attendez peut-être aujourd'hui. Non, il nous a dit 2021, j'imagine pas qu'il va nous dire aujourd'hui, on le fait l'année prochaine. Se réunir. Non, mais il faut réfléchir, il faut tout ce que vous voulez. Sur les régions, ça sera plus vite. Sur les régions, ça va plus vite, mais ça pose un souci sur le fond, cette fois-ci, des choses, au-delà de la forme. Vous avez deux théories en France qui s'opposent. Première théorie, il faut supprimer un étage du millefeuille, donc le département. Mais à ce moment-là, il faut conserver des régions de proximité. Deuxième théorie, celle de Raffarin, qui consiste à dire il faut des grandes régions, mais conserver le département pour avoir un échelon de proximité. Faire les deux, ça pose un problème. Parce que quand vous allez avoir une région comme la Languedoc-Roussillon, par exemple, que vous allez multiplier par 2 en taille, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va continuer à s'occuper de la Lozère?
si on supprime le département de la Lozère. J'en suis pas convaincu. Et donc la question, c'est soit on supprime le département, soit on divise par 2 le nombre de régions, mais les deux ensemble, ça me paraît poser un problème sur le fond cette fois-ci. Vous qui êtes tout nouveau maire de Châtellerault-en-Champagne, la suppression de la clause de compétence générale pour les collectivités, vous trouvez que ça va plutôt dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Pour faire des économies ? Ça va dans le bon sens. Ce qui est dommage, c'est que cette mesure-là, on l'a supprimée il y a 3 mois. Petit détail. Je vous rappelle que dans la réforme Sarkozy, on avait supprimé la clause générale de compétence. Que la réforme des collectivités locales, qui vient d'être faite par ce gouvernement, a supprimé cette clause il y a 3 mois. Enfin, pardon, a supprimé la suppression de la clause il y a 3 mois. Et 3 mois après, on dit « Ah bah finalement, il y a 3 mois, on a fait une erreur. » Il vaut mieux reconnaître ses erreurs et refaire les choses. Il eût mieux fallu, me semble-t-il, que la réforme des collectivités locales qu'on vient à peine de terminer. À peine. Et on nous en relance une tout de suite. Bon. Alors, vous disiez, mais très bien. Vous disiez, Benoît Apparu, que cela dit, après tout, on ne sait pas certain que les Français aient voté aux élections municipales pour la question d'une réforme territoriale quelconque, mais plutôt sur les questions d'économie et d'emploi. Alors, sur les questions d'économie et d'emploi, tout de même, au niveau du SMIC, vous avez entendu que les cotisations patronales seront entièrement supprimées dans 6 mois, au 1er janvier 2015. Barème des allègements existant entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC, modifiant en conséquence. D'autres mesures, réduction des cotisations salariales, je l'ai dit, l'allègement de la fiscalité sur les ménages modestes, et puis au fond l'appel du pied aux entreprises pour leur faciliter notamment de nombreuses choses comme la suppression de la surtaxe sur les sociétés. Ça, vous en aviez rêvé, et Manuel Valls va le faire. Mais très bien, cette partie-là, le pacte de responsabilité, très bien, déjà annoncé par François Hollande, donc déjà annoncé au mois de janvier dernier, et à cette époque-là, j'avais dit, le pacte de responsabilité, c'est-à-dire la diminution des charges pour améliorer la compétitivité des entreprises, me va très bien. Donc là-dessus, j'applaudis. J'ai juste un petit souci. C'est que quand on m'annonce 30 milliards d'euros d'économies de dépenses nouvelles, j'aimerais bien avoir les recettes qui vont avec. Ou plutôt les économies pour financer l'ensemble. Parce que si c'est pour faire du déficit en plus, là, j'applaudis plus. Et donc j'attends toujours, je l'évoquais tout à l'heure, la liste en contrepartie. Et vous avez une idée, vous, si vous étiez à sa place, sur où vous les feriez, ces économies ? Je vais vous donner quelques exemples. Nous avions engagé, ils ont refusé de le faire, même si, semble-t-il, c'est une piste de travail nouvelle qu'ils vont finalement reprendre, de réduire le nombre de fonctionnaires en appliquant le fameux 1 sur 2 du non-remplacement de départ à la retraite. C'est, à mon avis, une piste essentielle. Nous ne pouvons pas continuer en France à avoir 50% de la dépense publique liée au nombre de fonctionnaires. Vous avez noté que le mot de fonctionnaire, d'ailleurs, n'a pas été prononcé hier. Il n'a pas été prononcé, effectivement. C'est peut-être un indice. C'est peut-être un indice, mais le problème de l'indice, c'est qu'en l'occurrence, je pense que ce qu'il peut annoncer, c'est le non-recrutement des fameux 60 000 de l'éducation nationale. Mais non-recruter, ça ne veut pas dire diminuer. C'est pas le même sujet. Être à 0, ça ne veut pas dire diminuer. Ça veut dire qu'on reste et qu'on n'augmente plus. Le problème, c'est qu'il faut en diminuer le nombre. Je pense qu'il y a une réforme profonde à faire des APL. Est-ce que la question RSA, APL, prime pour l'emploi, ne doit pas être revue pour essayer de fusionner l'ensemble pour avoir une prestation plus efficace et faire des économies au passage? Et je pense qu'effectivement, la réforme territoriale, si on va au bout, mais si on y va vite, est un moyen de faire des économies. Simplement, si on m'annonce la potentielle suppression du département pour 2021, ça fait des économies potentiellement dans 6 ans. Pas maintenant. Benoît Bouscarel. Vous appeliez récemment de vos voeux, Benoît Apparu, une politique d'union nationale. Est-ce que c'est pas un peu ce qui a été annoncé hier ? Ça partait un peu dans tous les sens, ce discours. 30 milliards d'euros d'économies pour les entreprises en charges et en impôts. Et puis 5 milliards de pacte de solidarité, hausse du SMIC notamment, enfin de suppression de certaines cotisations sur le SMIC jusqu'à 1,3 SMIC. Simplification territoriale, mais assouplissement des rythmes scolaires. Il y en avait un peu pour tout le monde en fait. Est-ce que c'est pas là le début d'une politique d'union nationale qu'a voulu dessiner Manuel Valls ? Je l'espérerais, je le souhaiterais, parce que je suis intimement convaincu que si on veut faire des réformes en profondeur, il faudrait cette union nationale. C'est l'exemple que je prenais pour le département. Pourquoi est-ce qu'il l'annonce pour 2021 ? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la majorité au Congrès, et pour supprimer le département, il faut aller en réforme constitutionnelle. Là, on aurait effectivement un premier élément potentiel en disant « Ok, la droite comme la gauche demande la suppression du département, eh bien faisons-le maintenant
et passons au Congrès tout de suite. Et là, effectivement, on pourrait avoir un rassemblement des différentes familles politiques sur une réforme. Et l'idéal serait qu'on puisse avoir 4-5 réformes de nature économique et sociale sur lesquelles on pourrait se retrouver pour permettre à la France d'engager véritablement les réformes. On prend souvent l'exemple de Schröder, entre guillemets, mais Blair en a fait également en Angleterre. On pourrait effectivement avancer dans ce sens-là. Sur le reste, je suis plus partagé. Prenons l'exemple des rythmes scolaires. Il nous a annoncé un assouplissement des rythmes scolaires. 3 secondes après, Benoît Hamon a dit « on ne remet pas en cause, on continue à appliquer en 2014 et il n'y aura pas de réunion ni avec les recteurs, ni avec les syndicats pour en parler. » Vous n'y croyez pas? C'est Benoît Hamon qui le dit, parce qu'à preuve du contraire, il est ministre de l'Éducation nationale. C'est effectivement l'assouplissement, c'est de dire ça reste obligatoire, la date est fixe et les engagements de l'État restent les mêmes. Mais au niveau de chaque rectorat, on pourra regarder sur l'application. Ça ne va pas aller très loin comme assouplissement. Bon. Donc, je reste partagé sur le reste parce que j'ai trouvé des contenus, là encore. Il y a 2 grands contenus sur lesquels on a un peu de détails. L'aspect finance et l'aspect collectivité locale. Sur le reste, c'est uniquement le ciel est beau et les oiseaux chantent. On a vu les choses se passer très vite depuis les municipales. On a défini une nouvelle ligne, ça s'est fait à l'Élysée. On a choisi un Premier ministre, ça s'est fait à l'Élysée. On a formé un gouvernement très vite, ça s'est fait manifestement à l'Élysée. Il y a beaucoup de Hollandais dans ce gouvernement. Et puis c'est tout, tout s'est passé un peu sur un coin de table. Est-ce qu'il ne faut pas rénover un peu le fonctionnement de nos institutions politiques, Benoît Apparu? Est-ce que ce n'est pas le moment? Et d'ailleurs, Manuel Valls a voulu rassurer hier le Parlement en disant « je vais vous consulter, vous serez important à mes yeux ». Est-ce qu'il ne faut pas mettre une dose de parlementarisme un peu dans notre système politique qui est très présidentiel? Benoît Apparu. Oui, il le faut. Nous aurons besoin, dans les 5 ans qui viennent, d'une réforme institutionnelle lourde. Pourquoi? Parce que le quinquennat a profondément bouleversé la vie institutionnelle française. Traditionnellement, celui qui est responsable de la politique économique de la France, c'est le Premier ministre, sous la version septennat. Depuis l'inversion du calendrier et le quinquennat, c'est le président qui est en première ligne. On a souvent voulu analyser ça comme c'est Sarko. C'est le sponge de Sarko qui fait qu'il mange tout. Non, c'est pas Sarko. Alors, il n'a pas facilité les choses, on est bien d'accord. C'est le côté institutionnel du quinquennat. Vous le dites, c'est un ancien ministre de Sarkozy. Oui, c'est son ministre qui vous le dit. Rappelons-le. Mais vous, aujourd'hui, c'est Hollande qui fixe la politique économique du gouvernement. C'est lui qui avait annoncé le pacte de responsabilité, c'est lui qui avait annoncé le pacte de solidarité. Le Premier ministre est là pour la mise en œuvre. De mon point de vue, la réforme institutionnelle dont nous avons besoin, c'est quoi? Suppression du poste de Premier ministre, qui n'a plus lieu d'être, et effectivement, renforcement lourd des pouvoirs du Parlement. Et à ce moment-là, d'ailleurs, la loi sur le cumul aurait du sens. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, si on renforce les pouvoirs du Parlement. Vous avez été d'ailleurs donc ministre, bien sûr, sous Nicolas Sarkozy, ministre du Logement. 50 mesures de simplification de règles et de normes existantes annoncées par le Premier ministre hier, en disant qu'il ne fallait pas transiger ni sur la qualité ni sur la performance, et promesse d'arrêtés publiés d'ici l'été. Sur le principe, très bien. J'imagine que les 50 mesures, je pourrais les applaudir. J'ai juste un petit souci. C'est le mais. Parce que quand on me dit qu'on va tout simplifier mais que ça ne va rien changer, je crains un peu sur le contenu de la simplification en question. Donc j'ai un petit mais avec ça. Deuxième élément, pour l'instant, et ce n'est pas forcément la faute de l'actuel gouvernement, on a un problème majeur, c'est que la construction de logements s'effondre. Dernière année du quinquennat Sarkozy, 435 000 logements produits en France. Là, on est à 330 000, moins 100 000 logements, 25% de logements en moins. Notre problème principal, il est là, parce que ça a des conséquences économiques sur le secteur du BTP, donc ça crée du chômage. Et donc, la question, c'est comment on relance ce secteur. L'abaissement des normes est probablement une bonne solution. Simplement, si on abaisse les normes, mais qu'on nous dit que ça ne change strictement rien à la qualité, je suis un peu inquiet. Quel serait, nous arrivons au terme de cette première partie avec vous, Benoît Apparu, quel serait tout de même, parce qu'on sent bien, vous dites, bon, il y a des choses que je peux applaudir, que je pourrais applaudir s'il n'y avait pas un mais ou s'il n'y avait pas un si, mais tout de même, quel serait le pas à faire selon vous? Est-ce qu'il est difficile à franchir ou pas pour, encore une fois, au fond, accéder aux vœux du Premier ministre et parfois, qui sait, voter
certaines mesures? Quel est quand même le tout petit... Qu'est-ce qui manque? Il manque une chose. Il manque pour moi une ligne. Le sentiment que j'ai, c'est que depuis ces élections municipales, François Hollande n'a pas tranché sur la ligne. On sent bien que dans le discours du Premier ministre, comme dans les propos du Président de la République, j'ai plutôt une direction social-libérale, comme on dit. Ce qui lui vaut des reproches de son propre camp. Donc, pour compenser, je prends quelques mesures pour aider la gauche. Un peu le sentiment qu'on s'adresse un peu plus au bureau national du Parti socialiste, pour essayer de maintenir, entre guillemets, l'équilibre entre tout le monde, plutôt que de faire un choix. Et, me semble-t-il, le problème du Parti socialiste français, depuis des années, c'est qu'il n'a pas encore complètement compris sur le plan idéologique que le mur de Berlin était tombé, et qu'à la différence de tous les grands partis politiques, socialistes européens, allemands, espagnols, italiens ou anglais, il n'a pas pris ce virage social-démocrate. 8h16, c'est à vous, Brice Couturier. Commençons par l'histoire. Il y a 60 ans, dans sa déclaration d'investiture, donc du 17 juin 1954, Mendès France déclarait devant la Chambre des députés, je cite, « Qu'il me suffise de rappeler qu'une politique active de progrès économique et social est inséparable d'une politique de rigueur financière, comme le prouve l'exemple des pays d'Europe qui ont relevé à un rythme plus rapide le niveau de vie de leur peuple. » Fin de citation. Voilà une sentence qui paraît aujourd'hui d'une troublante actualité. La gauche française a le culte des grands ancêtres. Elle dispose d'un panthéon particulier bien garni et chaque nouveau dirigeant est invité à préciser où il ira chercher l'inspiration de son action. Et bien pour Manuel Valls, c'est PMF. Pierre Mendès France a incarné le pragmatisme et le réalisme à une époque où, comme l'écrit son biographe Claude Nicollet, les débats théoriques à gauche se résumaient à d'éternels exercices d'orthodoxie marxiste. Il a été un modernisateur dès les années 30, appelant ses amis jeunes turcs du Parti radical à un renforcement de l'exécutif au plan politique, au fédéralisme européen au plan diplomatique et au planisme sur le plan économique. Il a été un adversaire acharné de l'inflation en tant que ministre de l'économie du gouvernement provisoire en 1944 et durant son bref passage au pouvoir, 230 jours, entre juin 54 et février 55, il a tiré la France du bourbier indo-chinois, donné l'autonomie à la Tunisie et remis notre économie sur les rails. Avec un principe de gouvernement, dire la vérité aux Français. Pourtant, si ses succès personnels ont permis à la gauche de gagner les élections de janvier 56, il faut se souvenir que c'est Guy Mollet qui fut choisi alors pour former le gouvernement. PMF, par sa supériorité intellectuelle, la modernité et l'efficacité de ses méthodes de gouvernement, s'était mis trop de monde à dos dans son propre camp. La gauche déteste l'homme providentiel. Terrible avertissement pour Manuel Valls. Alors voilà un Premier ministre socialiste qui tient un discours dont le contenu valait hier encore à ceux qui le tenaient l'accusation d'hyperlibéralisme. Ainsi, Manuel Valls affirme non seulement que ce sont les entreprises qui créent des emplois, mais que les nôtres souffrent d'un problème de compétitivité. Cette insuffisance de compétitivité, souligne-t-il, est due principalement à un niveau de charge sociale supérieur à celui de nos partenaires européens. Et de ce diagnostic initial, il déduit une série de mesures d'allègement des cotisations patronales. Au niveau du SMIC, les cotisations à l'URSSAF seront carrément supprimées. Sarkozy n'aurait pas osé. Ainsi, notre pays, s'il en suit toujours Manuel Valls, subit bien un niveau de dépenses publiques anormalement élevé, qui se traduit par une pression fiscale excessive et donc par une baisse du revenu disponible des ménages. Hier encore, le suggéré vous faisait passer pour un rigano-thatchérien. À dire vrai, François Hollande lui-même le reconnaissait depuis longtemps, constatant que les administrés n'en avaient pas pour leur argent, mais cette fois, un plan de réduction des dépenses est en partie dévoilé. Les 50 milliards d'économies ne sont certes pas détaillés, mais déjà répartis, et l'État en prend sa part, avec une réduction annoncée de son budget de 19 milliards. Ainsi encore, le nouveau Premier ministre constate les effets désastreux sur le prix de l'immobilier et des loyers, de la politique du logement dans notre pays. Notre État y consacre 40 milliards, pour quel résultat? La construction étant bridée par des réglementations en accumulation constante, l'offre est très insuffisante et les prix du marché ont été multipliés par 2 depuis l'an 2000.
Ainsi encore, le millefeuille administratif des collectivités locales est cause de gaspillage et notre Premier ministre est décidé à supprimer l'échelon départemental et à diviser par 2 le nombre des régions, mais tout cela largement étalé dans le temps. Bref, on a le sentiment d'avoir enfin à la tête de l'exécutif une personnalité qui a pris le taureau par les cornes. Voilà pour le dynamisme. Manuel Valls, contrairement à ce qu'annonçaient ses adversaires, a fait quasiment le plein des voix au sein de la majorité. On peut regretter qu'un certain nombre de députés de l'opposition aient préféré chahuter comme des collégiens plutôt que de saisir la main qui leur était tendue. Restent les interrogations. Est-ce en reprenant les mêmes ministres que l'on peut provoquer un changement de politique ? Bien des réformes annoncées sont repoussées à plus tard, ne risquent-elles pas d'avoir été mises en pièces d'ici là ? Comment seront compensées les baisses de charges sociales et de cotisations ? Quel sera l'accueil de la majorité parlementaire au collectif budgétaire qui sera présenté au début de l'été, au cas où le Parti socialiste subissait une déroute aux européennes ? Encore une fois, l'expérience Mendès France, si elle a marqué l'histoire, n'a duré que 230 jours. Certains y voient aujourd'hui l'ultime tentative de faire fonctionner la 4e République avant le changement de régime et le renouvellement complet du personnel politique qui eut lieu en 1958 avec le retour de De Gaulle. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr, 8h21. Qui veut répondre, Yves Contasso, Jean-Marc Germain, à la chronique de Brice Couturier, les attentes, les espoirs, les déceptions éventuelles, les regrets de cette déclaration hier de politique générale? Yves Contasso, Jean-Marc Germain. Je crois que déjà on a eu beaucoup d'énergie, un nouveau Premier ministre qui prend sa tâche très au sérieux, de manière très professionnelle. Moi je l'ai rencontré à 2 reprises ces derniers jours et c'était important qu'il y ait cette énergie. Au-delà même d'ailleurs du fait qu'il faut évidemment des femmes et des hommes capables de porter des transformations importantes pour le pays, je crois que c'est un peu, moi j'avais dit, le temps du Parlement est venu, c'est un peu un rééquilibrage institutionnel qui est en train de se faire et qui est très sain dans la Ve République, où au fond, le Premier ministre et son vis-à-vis, qui est le Parlement, vont prendre beaucoup plus de poids dans les décisions. Et puis c'est une inflexion. Parce que moi, ce que j'avais souhaité, c'était que le message des électeurs soit entendu des 23 et 30 mars, et qu'il y ait un changement de cap politique. On a bien un changement de cap politique sur le plan... Ah, vous trouvez donc vous faites pas Oui, j'ai bien écouté ce qui a été dit. Effectivement, il y a une poursuite des aides aux entreprises. D'ailleurs, moi, je plaide pour qu'on fasse les choses plus efficaces. Ça, c'est les débats parlementaires à venir. Mais il y a des aides aux ménages les plus populaires, 5 milliards d'euros qui vont être mis en direction. Il y a une réaffirmation de la priorité écologique qui est très forte. Et puis, il y a une réorientation européenne. Il a dit, pour la première fois, le Premier ministre de la France, depuis longtemps, dit l'euro est trop cher. Il va falloir que l'Europe accepte qu'on ait plus de croissance, ça veut dire réduire plus lentement les déficits, et que ce sera utile à nous, utile à l'Europe et utile à la bonne gestion des comptes publics. On aurait imaginé tout de même que l'aubriste que vous êtes aurait été plus circonspect sur les propos de ce Premier ministre Valls. Écoutez, quand on demande la des réorientations... La ligne Aubry-Valls, elle est quand même très Quand on distante, demande... Vous savez, alors je ne sais pas si vous mettez ça sur le plan personnel, mais je vous rassure, ils ont d'excellentes relations. Non, sur les questions politiques. Sur le plan politique, nous souhaitions une réorientation, ce qu'on appelle la politique de l'offre des entreprises qui doit être équilibrée par une politique pour les ménages, la question écologique et la question européenne. Maintenant, les parlementaires qui se sont réunis et que vous avez appelé dans les médias les frondeurs, une centaine de parlementaires, sont déterminés dans leur vote de peser sur les choses, notamment pour que les aides aux entreprises soient plus efficaces. Et puis surtout, et vous l'avez évoqué, les fameux 50 milliards, pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et nous avons dit hier clairement, notre vote de confiance au Premier ministre ne vaut pas vote évidemment ou chèque en blanc pour ces 50 milliards. Parce que moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Le vote pour la confiance, ça équivaut au vote. Moi je suis d'accord pour les économies d'organisation et ce qu'il dit sur les collectivités locales, très bien. Mais s'il s'agit de baisser des prestations sociales, de faire des remboursements à la sécurité sociale ou de geler les salaires des fonctionnaires, on n'est pas d'accord. Et c'est ce qu'on a dit hier au Premier ministre. C'est ce que dénoncent notamment les patrons des syndicats. Yves Contasso, conseiller de Paris pour Europe Écologie Les Verts. Je rappelle juste que hier, donc, chez les 17 députés écologistes, 6 se sont abstenus, et pas les moindres, notamment Noël Mamère, entre autres, et une seule, Isabelle Attard, qui était apparentée au groupe, a voté contre, et les autres donc ont voté évidemment pour. Moi, ce que je constate, c'est que je suis d'accord avec Jean-Marc Germain sur la forme. On a senti quelqu'un d'extrêmement dynamique, volontariste. Sur le fond, j'avoue, j'ai pas vu les changements. Il a répété, et c'est logique, les engagements du président de la République.
sur le pacte de responsabilité, les 50 milliards. Il a même dit que sur le CICE, en gros, on en rajouterait 10. Donc on va encore plus loin dans la même politique de l'offre. Et du côté social, moi, je ne fais pas la même analyse. La baisse des charges pour les smicards, on le sait historiquement, ça tire les salaires vers le bas. Parce que les entreprises vont avoir tendance à embaucher au SMIC et strictement au SMIC, puisqu'elles y feront le maximum d'économies. Et donc on aura un abaissement général des salaires qui seront tirés vers le bas. Donc au plan social, c'est pas un progrès. C'est pas un progrès. Sur le plan, ça justifie le fait que du coup les écologistes ne soient pas au gouvernement et refusent les... Pas seulement ça, sur le plan environnemental, et je dirais pas écologiste, parce que pour nous, écologistes, ça englobe tout, le social, l'environnemental et l'économique. Mais sur le plan environnemental, qu'a-t-il dit ? Il y aura une loi avant le mois de juin. C'est pas un scoop. Sur la transition énergétique. Sur la transition énergétique. Oui. Il a dit, on maintiendra l'engagement du président de la République d'arriver à 50% de la part du nucléaire sur l'électricité. Mais à part ça, rien. Les moyens d'y arriver. On le sait bien, il y a un lobby extrêmement puissant qui jusqu'à présent fait un peu la loi, hélas, qui est du côté d'EDF et qui dit, pour arriver à 50%, il faut augmenter la part de la consommation électrique, comme ça on ne touchera pas la part aux infrastructures nucléaires. Donc tout ça n'est pas encore suffisamment précis pour qu'on sache si effectivement on va aller vers la diminution réelle du parc installé au plan nucléaire, qui coûte de plus en plus cher, qui est de plus en plus dangereux parce qu'il vieillit, évidemment. Et là-dessus, aucune réponse. Donc ça justifie effectivement qu'on ne donne pas de chèque en blanc. Benoît Bouscarel. Mais que n'êtes-vous pas allé au gouvernement, Yves Contasso? Vous n'étiez pas favorable à la participation d'Europe Écologie des Verts à ce gouvernement Valls, malgré les propositions qui ont été faites, qui étaient assez concrètes, assez fortes. Un poste de numéro 2 du gouvernement, quelques engagements sur Fessenheim, même sur Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport au nord de Nantes. Aujourd'hui, vous nous dites ça n'ira pas assez loin, c'est perdu d'avance. Il y a une contradiction, il y a un paradoxe. Non, il n'y a pas de contradiction. Elle est apparente. Comme l'a dit très bien d'ailleurs Cécile Duflot, un appât est toujours alléchant. C'est le propre de l'appât. Mais une fois que le crochet est pris, il n'y a plus d'appât. Il y a effectivement un drame. Donc on sait très bien qu'au-delà de l'apparence de ce que proposait Manuel Valls, ce qui compte, ce sont les arbitrages financiers. Et là, il n'y avait aucune promesse au plan financier. Et non seulement il n'y avait aucune promesse, mais la condition qui mettait Manuel Valls, c'était l'approbation du pacte de responsabilité. C'est-à-dire que c'était du donnant-donnant. On est prêt à faire des promesses au plan environnemental à condition que vous acceptiez d'aller vers la régression sociale généralisée, vers l'austérité plus. Et donc ça, c'est pas envisageable. Vous n'êtes pas aussi optimiste que Jean-Marc Germain sur le report peut-être du retour à l'équilibre des finances publiques ? Mais vous savez, je vous entendais parler par exemple de l'euro-fort, mais qui est responsable de l'euro-fort ? C'est pas Bruxelles. C'est pas Bruxelles. La parité des monnaies ne dépend pas de la Banque Centrale Européenne. Elle ne dépend que des gouvernements. C'est dans le traité de Maastricht. Je n'ai jamais entendu un ministre des Finances en France dire « je vais user de mes prérogatives ». Il y a une délégation totale à la Banque Centrale Européenne en la matière. Donc c'est une volonté réelle qui n'est pas mise en œuvre. Donc arrêtons de nous faire croire que c'est d'autres. Et c'est d'autant plus délicat qu'on rentre en campagne électorale pour les européennes et que le sentiment que nous avons, c'est qu'on va avoir droit à un discours sur faisons la compétition au sein de l'Europe sur, je dirais, un peu les politiques déflationnistes et de compétition des États entre eux. C'est sans doute pas comme ça qu'on va donner envie d'Europe, d'une Europe plus solidaire et plus efficace. Brice Couturier. Il y a quand même, que vous le vouliez ou non, un changement de cap politique. En tous les cas, si ce changement de cap politique, il ne date pas de la nomination de Manuel Valls à Matignon, il date probablement plus du discours du discours de Hollande depuis décembre dernier. Il y a un changement de cap, c'est la politique de l'offre. Et il faut reconnaître qu'à gauche, il s'agit d'une rupture théorique radicale, parce que pendant des années, des décennies même, à gauche et une bonne partie de la droite nous disait, c'est en alimentant la demande par les déficits publics que nous allons retrouver le plein emploi. Bon, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu un seul budget en équilibre présenté par aucun gouvernement de ce pays, et on ne voit pas que ça a eu beaucoup d'effets positifs sur le chômage. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui nous dit on va faire le contraire. On va essayer une politique de l'offre, c'est-à-dire essayer de regonfler la compétitivité de nos entreprises, mettre fin au déséquilibre de nos échanges commerciaux avec l'extérieur, bref, faire la politique qui a marché dans la plupart des autres pays d'Europe du Nord, et non pas celle que le Parti socialiste prônait depuis 1981, et depuis carrément le programme commun de 77 même. Donc il y a bien un tournant, et il est incarné ce tournant. Il est incarné par un homme nouveau. Jean-Marc Germain.
Je crois que vous devriez relire le dernier projet socialiste qui a été adopté à l'unanimité des socialistes en 2011. Premier chapitre, le redressement industriel de la France, la compétitivité, en disant si nos entreprises ne s'en sortent pas, alors on ne pourra pas préserver notre modèle social. Donc ce tournant, il est pris depuis bien longtemps. Et même, je pourrais remonter à François Mitterrand et à ses discours en disant l'économique et le social vont ensemble. Simplement, il y a des discussions sur la méthode. Moi, ce que je dis, et j'ai eu cette discussion avec Pierre Gattaz, et sur le fond, je pense qu'il n'était pas totalement en désaccord avec moi. Donner de l'argent aux entreprises sans rien leur demander en échange, ça fait quoi ? Ça part dans les dividendes, ça part dans les hautes rémunérations, ça part chez les donneurs d'ordre. Je disais à Pierre Gattaz, vous êtes sous-traitant de Boeing, si je vous donne 2 millions d'euros, l'État français, le contribuable français, le lendemain, vous avez un coup de fil de Boeing qui vous dit faites-moi un rabais sur ma facture, l'argent est perdu. Si j'aide à vous moderniser votre entreprise de Saint-Étienne et je prends en charge une partie des process de fabrication, des robots, des machines à commande numérique, alors là, oui, je sais que ça va créer des emplois à terme. C'est ça le sujet qui est essentiel. On ne peut pas donner de l'argent public aux entreprises sans contrepartie. Et c'est ça, quand vous disiez est-ce que vous êtes totalement satisfait, quand M. Contasso disait on a des divergences sur ce plan-là, on ne veut pas accepter le pacte de responsabilité, c'est ça que nous disons. On veut être efficace. Et ma conviction, c'est qu'on peut arriver à faire aussi bien en dépensant beaucoup moins d'argent. Mais ça, Manuel Valls, hier, a ouvert les choses. Il a dit « Je vous fixe mes orientations telles que je les pense bonnes pour le pays, mais au Parlement, tout pourra se discuter parce que je suis là pour diriger l'action du gouvernement. C'est l'article 20 de la Constitution, il l'a rappelé. Et nous, on lui a rappelé l'article 24 de la Constitution. Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Juste et je crois que ça, c'est très sain. Qu'il y ait un Premier ministre déterminé qui dit voilà où je veux emmener la France. Restez bien et qu'il y ait des parlementaires tout à fait organisés pour aider à ce que les choses... dans les roues. La phrase précédente, c'était pour vous lier les mains. représenter les Français au jour le jour au Parlement et chercher l'efficacité. Vous n'allez pas chercher puisque vous êtes en désaccord sur certaines parties du programme, est-ce que le groupe parlementaire socialiste ne va pas chercher à mettre des bâtons dans les roues au Premier ministre, comme on l'a vu dans le passé tant de fois et faire de Manuel Valls le Michel Rocard de François Hollande. Quand on est d'accord sur l'essentiel, il faut le redressement économique et la justice sociale, et que on cherche, on a la volonté ensemble, Emmanuel Valls est venu nous voir devant le groupe socialiste, de travailler main dans la main pour y parvenir. Moi, j'ai confiance en cela. En tout cas, en tant que parlementaire, on est déterminé à être cette main tendue. Alors, quel sera votre moyen d'action à vous, cela dit justement chez Europe Écologie Les Verts, Yves Contasso, parce que théoriquement, il y a quand même, au fond, un accord de majorité, mais qui peut être remis en cause très vite, régulièrement, assez rapidement. Il faut faire là aussi un point d'histoire. L'accord de majorité, il avait été signé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste sous la responsabilité de Martine Aubry. Et quand François Hollande a été élu, il a dit « Moi, je n'ai pas signé et ça ne m'engage pas ». Et donc, la vraie question, elle est là. Avec qui a-t-on un accord de majorité aujourd'hui ? Une vraie interrogation. En tout cas, ça fait quand même 2 personnes à l'Élysée et à Matignon qui ne sont pas sur la ligne Aubriste. Non, mais est-ce que c'est sur l'accord signé avec le Parti Socialiste, auquel cas il y a des choses intéressantes dedans, ou est-ce que c'est sur les déclarations ? Et je suis d'accord qu'il y a eu le virage avec le discours de François Hollande, qui était assez en contradiction avec ce qui est écrit dans ce programme sur un certain nombre de points, pas sur tout. Quand ça échoue, on change de cap, c'est de réalisme. Donc, là, on a une vraie difficulté d'interprétation et aujourd'hui, je pense qu'il restera à clarifier. C'est ce que nous disons d'ailleurs depuis des mois et des mois. C'est aux actes qu'on le verra. C'est pas dans les discours d'intention qui peuvent être extrêmement positifs, mais ce sont les actes qui vont être concrets. Un exemple, vous parliez du déficit de la balance commerciale, mais pour l'essentiel, il vient de quoi ? Il vient de l'importation de l'énergie. Or, qu'attend-on pour véritablement changer notre modèle énergétique? On le voit, nous sommes en train de tuer notre industrie automobile parce que nous ne voulons pas regarder ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a les gaz à effet les gaz de schiste aux États-Unis qui ont permis d'abaisser de moitié la facture énergétique des constructeurs américains. Alors là, parlons-en. À quel prix au plan environnemental ? À quel prix au plan environnemental ? Et c'est bien là que nous, écologistes, nous disons on ne peut pas faire que de l'économique ou que de l'environnemental ou que du social, il faut tenir les 3 en permanence. Rien ne marche si c'est l'un au détriment des 2 autres ou d'un autre. Et on le voit bien, le diesel est interdit de fait au Japon, aux États-Unis, et nous continuons à avoir une industrie qui dit vive le diesel et continuons à faire du diesel. L'État lui-même ne respecte pas. Mais c'est l'État qui l'a imposé. Mais c'est pas l'État, c'est pas vrai, c'est les lobbies. C'est les lobbies, arrêtez de dire c'est l'État. Mais il y a eu effectivement les décisions
dramatique en de allégeant Mme les taxes sur le diesel pour favoriser un certain constructeur. Mais quand nous disons qu'il faut revenir sur ces taxes, nous entendons Mme Royal dire « il n'en est pas question ». Il n'en est pas question. Donc l'écologie punitive aujourd'hui, c'est celle qui punit nos industries, c'est celle qui punit effectivement la population avec la pollution. C'est pas l'absence de taxes, c'est un bonus qui est donné de manière scandaleuse à quelques constructeurs, et où je rejoins Jean-Marc Germain, c'est qu'aujourd'hui la compétitivité, le différentiel de compétitivité, il n'est pas sur les coûts, c'est pas vrai, toutes les études le montrent. C'est sur ce qu'on appelle la... Manuel vient de dire le contraire. Mais je sais bien, mais regardez les études. Il a parlé d'investissement. Il a parlé, il a parlé pas du travail. Simplement la compétitivité, elle est hors coût. Elle est hors coût. Elle est sur la nature des produits, elle est sur la qualité des produits, elle est sur notre capacité à les vendre. Elle n'est pas sur le prix de revient des produits, c'est pas vrai. Mais pas à l'Assemblée nationale, par les... Mais justement, il faut aussi ramener les choses à leur réalité. Et le jour où on aura un vrai débat sur le coût réel du travail comparé, beaucoup d'études qui le montrent. Semblant d'être d'accord avec Manuel Valls. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Manuel Valls, et vous le savez bien. Benoît Bouscarel. Jean-Marc Germain nous disait tout à l'heure, ça y est, le Parlement a été pris en compte dans le discours hier de Manuel Valls. On va sortir de fait de ce système hyper présidentiel. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, Yves Contasso ? J'aimerais bien effectivement qu'on aille vers un régime plus parlementaire. On en a encore. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer au moment du débat sur le pacte de responsabilité. Je ne suis pas intimement convaincu que Manuel Valls acceptera des amendements qui remettraient en cause l'économie politique de l'offre, extrêmement exacerbée, qui est derrière ce pacte de responsabilité. S'il l'accepte, ça sera un nouveau changement de cap, parce que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y ait une majorité à gauche pour aller dans cette direction. Si je note les prises de position de nombreux députés socialistes, des écologistes, des communistes, etc., théoriquement, il devrait y avoir une réinflexion. On verra à ce moment-là si on va vers un régime plus parlementariste ou pas. Il faudrait faire évoluer ce régime mais bien sûr, par un autre moyen que par un discours de politique générale. Mais c'est aux actes, encore une fois. Il faut que le Parlement retrouve, mais bien sûr, il faut que le Parlement retrouve ses vraies prérogatives qui sont laminées depuis des dizaines et des dizaines d'années, si on veut, y compris d'ailleurs, redonner un peu de sens à la politique et ses lettres de noblesse à la politique. Jean-Marc Germain. Mais la Ve République le permet, même si on pourrait couper des ponts, mais en théorie. Et le vrai rendez-vous, c'était pas tant le vote de confiance, parce qu'on va se le dire entre nous, si un député de gauche ne vote pas la confiance, ça veut dire le retour de la droite immédiatement à l'Assemblée nationale dans le contexte. Donc de toute façon, la confiance, elle est acquise. Non, fait de la tête, pour ceux qui n'ont pas l'image, Yves Contasso. Non, parce que le président de la République, théoriquement, aurait pu renommer un autre Premier ministre, mais on voit bien que c'était quand même ça. Donc tous les parlementaires de gauche, à quelques exceptions près, au sein des écologistes ou du Parti socialiste et l'ensemble du front de gauche, se sont abstenus, mais la plupart, et en tout cas, les gens se sont comptés pour pas qu'il y ait un changement de majorité. Simplement, le vrai rendez-vous... Donc c'était un peu du bluff. Le vrai rendez-vous, il est... Attendez... Cette demande de contrat de majorité, vous nous dites là aujourd'hui, on s'est mis d'accord pour voter la confiance. Le contrat de majorité. Il y a eu une part de bluff. Bien sûr, non, il y a eu évidemment de votre part, parce que c'est un moment de tension forte et c'est un moment important pour le pays, le discours de politique générale, mais si vous relisez notre texte, on dit dans nos votes, dans les semaines et les mois qui viennent, nous défendrons une réorientation européenne, une politique de l'offre maintenue mais plus efficace et avec ses moyens dégagés, des aides aux ménages, des investissements publics et une réforme territoriale. Donc on a une feuille de route qui est un contrat entre une centaine de parlementaires, on discute avec les écologistes, qui doit se traduire dans nos votes. Mais quand vous disiez je ne suis pas sûr qu'on pourra bouger les choses, ça va être le vrai test. On n'est pas là simplement pour mettre la peinture sur la voiture une fois qu'elle est fabriquée. Si on ne peut pas modifier des équilibres de manière assez importante en disant il y a trop d'argent qui est dépensé pour les entreprises, on doit pouvoir faire aussi bien avec moins d'argent et qu'il faut en mettre plus pour aider les ménages les plus modestes, les petits retraités, alors on sert à quoi en tant que parlementaire? Et moi, tout ce que m'ont dit mes électeurs, c'est de dire si vous pouvez même pas modifier ça, alors on est là pour compter que Jean-Marc Germain, il y a quelque chose qu'en stratégie on appelle la riposte graduée. Alors il me semble que la faiblesse de nos institutions, c'est que le Premier ministre ne dispose que d'une seule arme, et c'est l'arme atomique, c'est-à-dire la dissolution du Parlement. Et il vous en menace clairement. Le président de la République. Le président de la République, oui, enfin sur suggestion du Premier ministre. Il peut dissoudre le Parlement, c'est-à-dire vous renvoyer devant vos électeurs. Or, vous savez bien, à cause des sondages, qu'une bonne partie du groupe socialiste serait battue, et des écologistes, n'en parlons pas, en cas de dissolution du Parlement. Donc, il dispose de cette arme atomique qui est « je vous renvoie devant vos électeurs ». Mais
en dessous, quels sont... Qu'aurait-il à y gagner? Qu'il aurait gagné. Le Premier ministre aussi sera envoyé devant ses électeurs. Le président de la République, par contre, il peut beaucoup y gagner parce qu'il il y a la cohabitation. C'est pas parce que le Parlement serait confortable et vous pensez qu'il serait réélu? Qui ça? Le président de la République? En cohabitation aujourd'hui? Dans la situation François Mitterrand l'a joué deux fois. François Mitterrand l'a joué 2 fois, Oui. une fois en 88, une fois en 95, et les 2 fois il a été réélu. Donc c'est pas un si mauvais calcul que ça. Je crois pas du tout à ça. Autant si on n'avait pas voté la confiance hier, il aurait été acculé à dissoudre, parce qu'on aurait refusé un Premier ministre qui n'a pas encore agi. Autant si on vote en disant il faut des réorientations, je ne crois pas du tout qu'il y aura dissolution. Mais l'arme existe. Caroline Eliachef, on ne vous a pas entendu encore, et d'autant plus que vous avez remarqué que quand même les émissions politiques, elles manquent de femmes souvent. Alors vous êtes autour oui, elles manquent de femmes. Enfin bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est connu. Non, je vous écoute avec intérêt, et je me dis que les gens, les spectateurs et les auditeurs qui ont écouté hier Manuel Valls... Il s'est d'ailleurs adressé d'abord aux téléspectateurs, clairement. Voilà, hein, c'était quand il même... avait raison de le faire. Il y avait quand même quelque chose d'un peu enthousiasmant. Voilà. Alors on dit oui, il faut distinguer le fond et la forme, etc. Bah, écoutez, les spectateurs et les auditeurs, ils ont apprécié, je pense, en tout cas, moi personnellement, j'ai apprécié la forme, que ensuite, effectivement, on puisse discuter. Évidemment, c'est votre métier de reprendre les choses, mais je sais pas, quand on dit il n'a pas détaillé ceci, cela, bah écoutez, s'il l'avait détaillé, il y aurait eu un discours de 2 heures et on aurait dit comme il a été ennuyeux, etc. Donc de toute façon, c'est sujet à critique, mais quand même reconnaissons, voilà, il y avait du souffle, on était un peu enthousiasmés, il y avait quelque chose à la fin en particulier, voilà, qui était sincère, qui sortait du cœur, et ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu ça. Hein, donc, la question, c'était si cette sincérité et cette force dans le discours empêchera la parole publique d'être une langue morte. Ce que vous venez de dire est très important, parce que la politique, il y a des choix techniques, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans une démocratie représentative, mais il y a aussi du souffle, il y a aussi la capacité à comprendre les souffrances des gens, et Manuel Valls en a beaucoup parlé, et aussi la nécessité d'incarner la France. Et moi j'ai beaucoup aimé, en partant de son parcours personnel et en disant la République française est capable d'amener au sommet de l'État des gens qui ont eu son parcours-là, qui viennent d'un autre pays. Parce que quand je vois la politique qu'il mène vis-à-vis de l'immigration, je me dis qu'aujourd'hui il avait une chance sur 2 de se faire expulser avec sa politique. Alors voilà, c'est un peu dur, vous savez, d'entendre ça. Oui, alors l'exemple personnel qu'il a pris, je suis fier d'être un Français et qu'il est devenu, et n'étant pas né français. Jean-Marc Germain, après tout, vous êtes Monsieur Hidalgo, vous, donc on voit que la mairie de Paris aujourd'hui a quelqu'un qui n'est pas pareil, qui est dans le même cas. Est-ce que ça a pour vous valeur tout de même d'exemple ou pas forcément en vertu des politiques qui sont menées ensuite? Moi, j'aimerais qu'on puisse continuer comme ça, que la France puisse continuer à être effectivement une terre d'accueil. Alors, ça ne veut pas dire toutes frontières ouvertes, etc. Mais franchement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a plutôt tendance à se refermer de manière un peu frileuse. Un dernier petit mot donc, Jean-Marc Germain, nous arrivons au bout. Moi, vous parliez d'Anne Hidalgo, ce qui me touche beaucoup aussi, au-delà du fait qu'elle soit d'origine espagnole, immigrée à 2 ans en France, c'est le fait qu'elle soit la fille d'un ouvrier. Et que la fille d'un ouvrier, grâce à un parcours républicain, grâce à l'école de la République, grâce à l'intégration française, puisse arriver à ces fonctions-là et représenter la France à ce niveau-là, moi je trouve que c'est un beau signe pour notre pays et qui est important. Merci à vous.